Kétou était la ville piège où les dragons de Lomé ne devraient pas se rendre ce week-end. Le pourquoi, vous le saurez dans le développement de cette émission, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue sur votre émission Speed Sport de ce lundi 23 décembre 2024. Nous parlerons du championnat béninois de football. Nous allons parler des CAF Awards qui a consacré Ademola Lookman Ballon d'Or africain 2024 et bien d'autres informations viendront meubler le menu de cette émission. Mesdames, messieurs, nous allons faire un tour très rapidement de l'autre côté de la cabine, de la régie pour souffler un tout petit peu en musique avant que je ne vienne sur ce plateau pour vous présenter les confrères qui partagent ce plateau avec moi. Feel the magic in the air, aïe, levez les mains en l'air, allez, allez, allez. Feel the magic in the air, aïe, levez les mains en l'air, allez, allez, allez. Feel the magic in the air, hey. Magic System, Red One, Shaoki. Ça va aller. On te met la grâce à gogo. Tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. De retour sur ce plateau pour entrer dans le vif de cette émission avec mes confrères qui partagent ce plateau avec moi. À ma gauche, il a pour nom Anaël Dou, si je prononce bien, voilà. Anaël Dou, il est journaliste sportif à Esaïe TV. Bonsoir Anaël. Bonsoir à toi Gildas, bonsoir aux amis internautes et bonsoir aux grands frères. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur cette émission. Plaisir partagé. L'autre invité, il est à ma droite, il a pour nom Mesmin Afanou, comme Anaël vient de le dire, grand frère. Il est journaliste sportif à Cap FM. Bonsoir Mesmin. Bonsoir Gildas, merci pour l'invitation. C'est tout un plaisir pour moi d'être sur ce plateau de Speed Sport. Voilà, c'est un plaisir pour nous également de vous recevoir afin que vous partagiez avec nous vos expériences en matière sportive. Alors, chers téléspectateurs, nous ouvrons cette émission avec la première rubrique de votre émission. Il s'agit de Afrique Foot. Troisième journée du championnat béninois de football. La descente aux enfers continue pour AS Cotonou avec son nul face à Coton ce week-end. Les Cotonois, voilà, j'y arrive, pointe désormais à la 16e place du classement. Anaël, ça sent la relégation pour Cotonou si Cotonou continue dans cette lancée. Effectivement, si Cotonou continue dans cette lancée, la relégation, peut-être oui, peut-être pas, puisqu'il reste quand même, on est à la 13e journée, 4 journées pour la première phase et 17 journées pour la deuxième phase. C'est carrément 21 journées encore à jouer. Donc, je pense que beaucoup de choses restent à parfaire dans cette équipe. Dans l'équipe, on retrouve l'équipe est en difficulté depuis le limogeage du staff technique et tout. Bon, l'équipe, ça va reprendre. Mais moi, mon problème se situe également au niveau de la seconde équipe, Coton Football Club, le champion en titre. Parce que non seulement on voit peut-être AS Cotonou en face, mais de l'autre côté, Coton,
pour le palmarès champion en titre et le défi que Coton a relevé cette saison, ce résultat de nul n'était pas du tout acceptable pour ce club. Nous voyons les résultats de Coton depuis quelques journées et nous l'avons déjà dit ailleurs. Coton qui gagne des matchs par 1-0, match nul. Pour un champion en titre, c'est une défaite. C'est ce qui vient révéler le match nul d'aujourd'hui. Le match nul vient révéler en quelque sorte la mauvaise forme de Coton depuis quelques journées. Certes, Coton gagne des matchs, mais on dit souvent c'est les 3 points le plus important. Mais quand vous regardez un champion en titre qui enchaîne des matchs avec des victoires à domicile d'1-0, 1-0, des nuls, 1-0, certes on enchaîne des points, des 3 points, mais ça montre en quelque sorte que l'équipe en elle-même est encore faible et face à des poids lourds, l'équipe ne va pas tenir. J'attends de voir un match Coton d'Agès cette saison. Avec la répartition faite par la fédération, on a mis quasiment les poids lourds de l'autre côté. Donc Coton se retrouve avec des poids plumes, mais n'arrive pas à faire grand-chose. Il faut dire que Coton, la saison dernière, nous a habitués déjà à ça. Coton a mal commencé sa saison, finalement, Coton a fini champion en titre. Il faut dire que la saison passée, Coton, avant de finir la première phase, la phase aller, Coton remontait déjà. On a vu Coton remonter avec maintenant des victoires assez très larges. Et en plus, il y avait tout le monde. Mais ils ne sont pas loin désormais. Ils sont pas loin, mais c'est la preuve aussi que ils sont en milieu de tableau, certes, mais je ne crois pas qu'il y ait aussi péril dans la demeure. C'est pas le rang le problème. Coton est arrangé par le fait que ses concurrents dans la poule ne font pas grand-chose également. C'est pour ça que Coton est arrangé. Coton serait en face d'autres concurrents comme de l'autre côté d'Adjé, comme les Panthères, comme les équipes comme Dynamo d'Aboumé. Coton allait se retrouver déjà très loin dans le classement. Donc, ils sont arrangés par les adversaires qu'ils ont en face. Voilà, ça c'est le cas de Coton, mais Coton, c'est vrai, c'est le champion en titre. Peut-être que le moteur diesel va prendre d'ici là, mais nous allons avec vous nous intéresser au cas de AS Cotonou qui a un souci non seulement avec le staff technique, mais sur la pelouse aussi, ça ne va pas. Il faut dire que quand ça ne va pas avec les dirigeants, ça peut agir sur les joueurs sur le terrain. C'est total, c'est une question d'organisation. Et puis vous l'avez si bien dit, si vous départissez, je vais donc dire, de votre staff, la question se pose avec qui les joueurs vont certainement s'entraîner déjà et pouvoir faire le résultat sur le terrain. Donc, on a l'impression qu'on fait désormais du miracle au niveau donc, de l'AS Cotonou. Les raisons pour lesquelles le staff a pu être limogé, peut-être, moi je ne les connais pas assez. Il n'a pas rendu ça public. Voilà, et donc c'est des questionnements qu'on peut se poser sur quelle aventure on pourrait mener avec tout ça. Parce qu'il ne faudrait pas oublier les objectifs de cette saison, c'est une saison de transition pour permettre de retrouver la formule classique de Ligue 1, Ligue 2. Alors donc ça signifie que ça doit cravacher du dans tous les états-majors, dans tous les clubs, j'ai envie de dire. Et si Coton, et pas Coton, AS Cotonou s'amuse donc à continuer sur cette lancée, ils vont certainement payer cher. Je ne sais pas si c'est fait exprès également pour eux de ne peut-être pas briller dans le championnat actuellement et de laisser peut-être la place à quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est un mauvais calcul. Il est important qu'ils reviennent à de bons sentiments, qu'on retrouve rapidement un bon staff, qu'on mette les joueurs au travail et que je suis sûr que ça va certainement s'enchaîner au niveau donc de Adjaka Lolo, et, comme on le dit, le gros rat de Cotonou. Je pense que ils ont peut-être aussi les ressources peut-être pour revenir. Je sais qu'au niveau de ce club, il y a un sentiment peut-être de revanche peut-être dans l'air pour eux pour revenir vite au meilleur de leur forme. Mais moi, je me pose des questions généralement sur toute cette organisation au niveau de notre championnat. Je ne sais pas si on va en parler, mais j'ai l'impression que les cahiers de charges, comme on dit au départ, est-ce que c'est réellement suivi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le suivi, l'évaluation? Nous allons revenir là-dessus, c'est bien que... Parce que quand on sait qu'on a un club où il y a des difficultés actuellement là-dessus, qui suit ça? Je sais qu'ailleurs, il y a
des sanctions tout de suite quand on constate des failles au niveau donc, de la direction, de l'administration d'un club. Et cela interpelle la qualité de notre championnat où un club évolue sans staff. Nous allons revenir. Et il faut l'ajouter pour l'AS Cotonou, comme pour beaucoup de clubs. Le problème que nous avons au Bénin, c'est que quand les clubs recrutent un entraîneur, l'entraîneur vient avec quasiment Son staff. Non seulement son staff, mais vient avec quelques joueurs. Donc, ce qui fait que quand l'entraîneur, l'AS Cotonou a commencé avec l'ancien entraîneur de Aïma, le coach Émile Enansouan, quand ça a commencé, ils viennent avec le joueur. Donc, vous retrouvez dans l'équipe le 6 à 7 joueurs du coach. Mais quand, au fil des journées, ça ne réussit pas, et on met ce coach de côté, les joueurs n'étant plus avec leur coach habituel, voilà, ça devient encore plus criard le problème. Ils sont orphelins du coup. Voilà. Donc du coup, les dirigeants ne peuvent que s'en prendre à eux, même s'ils laissent ces choses-là arriver. Parce que la politique déjà de recrutement fait que beaucoup, en venant, ils viennent dans un système où quand vous n'êtes pas là, les choses ne fonctionnent pas sans vous. Il faut carrément un réaménagement interne où il faut déconstruire des choses pour que ça puisse fonctionner. Et puisque nous sommes en train de parler de ça, quand ça arrive comme ça, est-ce qu'il faut laisser le coach aller jusqu'au bout de la saison? Non, c'est ce que je dis. Il faut parfois déconstruire des choses. Il faut faire comprendre à des joueurs que cela ne prime pas le fait que vous venez forcément avec un coach. Vous ne jouez pas pour le bonheur d'un coach, mais vous jouez pour l'équipe. Et c'est ce que j'étais en train de dire en parlant donc de la culture et que les clubs devaient inculquer à leur société. Ça signifie ailleurs, bon, quand on parle de Real Madrid ou ailleurs, bon, c'est vrai qu'on ne pourra pas comparer le Real Madrid à l'AS Cotonou, mais il y a une culture qui s'impose à tout le monde. L'AS Cotonou qui a commencé dans cette saison avec le contentieux déjà qu'il y avait avec la CNSS. Après la CNSS étant partie, ça fait que l'équipe qui revient dans le format sans société sportive, au niveau des moyens, ça fait donc on espère que l'équipe va reprendre. Nous allons revenir sur l'organisation de ce championnat-là, les contrats qu'on donne à des joueurs, des contrats de 6 mois qui ne durent que le temps du championnat et après ils sont livrés à eux-mêmes et c'est quand le championnat reprend qu'on les reconvoque pour leur donner un autre contrat. Nous allons aborder tout ça. Nous allons parler du contrat, du partenariat entre la Fédération béninoise de football et la société SBIN qui entend éjecter un montant donné dans le championnat béninois. Nous allons revenir là-dessus. Mais l'autre club qui m'intéresse dans ce championnat qui est en train de faire sensation, c'est vrai que nous sommes dans une période où il ne faut plus perdre des points. C'est Dadja FC qui, lui, de son côté, ne veut plus laisser tomber des points et qui est en train de filer très haut dans le groupe A à la tête de ce championnat-là. Est-ce que c'est partie de ces expériences sur la scène continentale? Forcément, Dadja fonctionne aujourd'hui avec ce qu'il a capitalisé sur le plan international. Et Dadja, depuis 3-4 saisons en arrière, il faut reconnaître que je ne cesserai jamais de le dire, ce que nous voyons aujourd'hui comme travail, il faut reconnaître que c'est le travail. Ce que nous voyons aujourd'hui comme fruit, il faut reconnaître que c'est le travail d'un homme. C'est Vincent Roturo qui a bâti cette équipe. Il a inculqué à cette équipe l'esprit de combativité. C'est une équipe qui, même en perdant, retrouve les ressources là où il faut. C'est une équipe qui perd avec fierté. Voilà, j'ai suivi le match. Quand cette équipe perd, c'est que vraiment il y a péril à la demeure. Vous n'allez pas être déçu de la prestation de l'équipe. Et en plus, de retour de la scène déjà pour aller à la scène sur la scène continentale. Ils sont partis avec un coach très expérimenté, le coach Koné, avec un effectif réduit, qui fait beaucoup de travail. Vous allez voir que quand la saison a commencé, Dadja avait des difficultés. En perdant, je crois qu'ils ont perdu entre la première et la deuxième journée, ils ont perdu le match et beaucoup avaient déjà crié. Mais le coach, tout de suite, a fait un coup de gueule, c'est-à-dire qu'il voulait ses joueurs, qu'il voulait des joueurs et que le staff dirigeant ne lui permettait pas de recruter ceux dont il avait besoin. Il est passé sur des médias pour le dire. Et quand vous voyez des coachs qui sont dévoués pour parler ainsi,
pour faire comprendre à des dirigeants qu'ils ont besoin de certains moyens pour faire leur travail. Le résultat est là. Voilà. Parce qu'il a dû faire ça pour retrouver des joueurs comme Blaise Selassie, qui a marqué 3 ou 4 buts lors des sorties d'Adjé sur la scène continentale. Il a retrouvé beaucoup d'autres joueurs. Aujourd'hui, ça lui permet de mettre en place une équipe très compétitive, une équipe de Dadjé qui ne perd plus à domicile. Sinon, la défaite de la dernière fois face à Damissa qui est arrivé contre le cours du jeu. Voilà, contre le cours du jeu. Sinon, dans la domination, Dadjé dominait. Et depuis, nous voyons Dadjé aligner les victoires. Une équipe qui prend facilement ses adversaires à l'extérieur qu'à domicile. Comme à domicile. Donc, techniquement, tout va bien pour cette équipe. Voilà. L'équipe a des ressources. Vous allez voir, pour ce match face à Bani Gansé, pour cette journée, Dadjé a joué avec ceux qui avaient l'habitude de rester sur le banc de touche. C'est-à-dire en attaque, il n'y avait pas les attaquants, les principaux. Et ça a fonctionné. Il y a eu le premier but, il y a eu le deuxième but avant qu'on ne fasse entrer ceux qui avaient l'habitude de jouer l'attaque. Mais le score a été 2 buts à 1 pour l'équipe d'Adjé qui empoche ça, comme quoi, c'est bien de toujours laisser la main au coach et de diriger son équipe. Un turnover, forcément, on l'avait dit. Donc, ils ont certainement un bon banc. Profondeur donc du banc d'Adjé. Moi, je voudrais dire par rapport à Dadjé que c'est d'abord une équipe identitaire. Tous ceux qui sont d'Adjé se retrouvent. Donc, et la communauté Adja, je voudrais surtout dire, se retrouve à travers ce club. Et je crois que c'est déjà quelque chose, un modèle de club qu'il faut aussi peut-être chercher un peu partout. Vous verrez aussi, quand vous parlerez de Panthère de Djougou, c'est peut-être presque la même... Aujourd'hui, le même format. Quand ça joue à Plafoué, quand vous regardez le stade, vous allez croire que... Autrefois, on disait que c'était qu'on voyait cette mobilisation. Aujourd'hui, aller à Plafoué. C'est ce que je voulais dire, qu'il faudrait essayer d'avoir ce modèle un peu partout dans le pays. Je ne sais pas si c'est le cas à Vrancourt, mais quand Dadjé joue, on a l'impression que tous ceux qui sont à Adja se retrouvent à travers ce club-là. Et je crois quand même que quand vous jouez, que vous avez derrière vous des supporters, ça passe facilement. Mais quand il y a d'autres clubs qui sont presque sans supporters ou qui partagent des supporters avec d'autres clubs, comme les clubs de Cotonou. Ils sont pleins, on ne sait pas vraiment qui les supporte. Et c'est ça que je disais au fait que on devrait, peut-être qu'on en parlera, on devrait aller dans le sens de l'organisation du championnat. Avant de revenir dans l'organisation. Oui, on va y aller parce que je crois que si on veut avoir un bon championnat visible, plaisant et qui permette forcément des partenaires, des sponsors de l'accompagner, il faut que le jeu que les différents joueurs sur le terrain produisent soit un jeu plaisant. Et d'abord, ils doivent être portés par un public. Si le public ne vous porte pas, je ne sais pas si vous-même vous allez savoir ce que vous voudrez exprimer comme jeu. Donc, quelque part là, je crois que si les résultats d'Adjé, c'est vrai qu'avec l'expérience récemment acquise avec les coupes africaines, leur ont donné certainement une expérience de plus. Je suis sûr, comme vous l'avez dit, qu'il y a une volonté populaire derrière et qui est portée par forcément le président du club. Je sais qui vous voulez parler. Là encore, c'est tout un tas de problèmes. Et c'est ce que nous demandons. C'est un président que je connais très bien qui n'attend pas aussi les subventions de la fédération avant de s'impliquer à fond. Si les joueurs sont bien payés, il s'agit de son club. Il y a la société sportive déjà, la SONEB, justement, voilà, qui est là, qui accompagne. Même si l'accompagnement est minime, était minime, et ça s'est arrangé avec le temps, même si c'est cela, au niveau de la base, aujourd'hui, tout est bien fait. Et ce qu'il faut rappeler pour ce club... Vous voulez dire quoi, qu'il y a un abonnement des supporters? Non, pas du tout. Bon, d'accord, c'est pas encore arrivé. Ce qu'il faut rappeler cette fois-ci, pour ce club principalement, c'est qu'avec le temps, il faut que les entraîneurs puissent avoir des projets. Vous allez voir, Roturo, quand il est venu à la tête de l'équipe il y a cela 4 ans, il le disait, je ne serai peut-être pas champion cette saison, je ne serai peut-être pas champion la saison prochaine, mais après 3 ans à la tête de l'équipe, l'équipe va forcément être parmi les meilleurs du Bénin. Mais Roturo a fait 1 an, 2 ans. À la 3e année, Dadjé est allé en Coupe africaine. Donc il faut comprendre que voilà, il faut laisser parfois le temps aux entraîneurs également d'établir un projet. Et que ce n'est pas parce qu'ils font des mauvais résultats pendant
1 mois, 2 mois, on licencie tout le staff. Alors, dépend de ce qu'on cherche aussi. parlons de temps qu'il faut laisser aux entraîneurs. Nous allons nous intéresser également, là nous parlons de l'organisation même du championnat, nous allons nous intéresser aux contrats qui sont signés à des joueurs. Et c'est des contrats de 6 mois, de 7 mois, parce que c'est un contrat qui dure seulement le temps du championnat. Et quand c'est fini, les joueurs sont sans contrat. Est-ce que vous pensez qu'avec cet état de choses-là, on peut espérer avoir un championnat bien connu sur la scène internationale? Moi, j'ai appelé à un moment donné que c'était une exploitation de l'homme par l'homme. Bon, il y en a qui n'étaient pas d'accord avec moi, mais moi, je pense quand même que si vous voudrez tirer le meilleur d'un homme, d'une ressource humaine, il faut le mettre à l'aise. Et si je suis joueur, vous me proposez un contrat qui ne me permet pas de me retrouver, c'est sûr que ma prestation sur le terrain, cela va forcément à prendre un coup. Je ne suis pas pour cette raison. J'ai entendu qu'il y a eu des contrats pour des joueurs, des contrats de stagiaires. Peut-être qu'Anaël dirait mieux cela que moi, des contrats de stagiaires. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Je l'ai dit, on ne force personne à avoir un club. Pour avoir un club, il faut avoir les moyens. Et quand vous avez les moyens, ça veut dire que vous avez planifié tout sur une saison, que vous êtes capable donc de payer les joueurs, de prendre en charge la logistique, le staff technique d'abord, c'est la première chose, parce que si vous ne les payez pas, ils ne viendront pas travailler. Donc, il faut également prendre en compte la logistique. J'ai reçu un jour sur mon plateau, je peux en parler, sur KPFM, un président du club qui disait que juste pour un match, que c'est le minimum qu'il sort, c'est 5 millions. Il a dit, waouh! mais quand vous voyez un peu l'idée, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête, mais on a l'impression que les présidents du club attendent que la subvention, pas de la FIFA, de la Fédération de football, pour fonctionner, pour pouvoir rouler. Je me dis, mais non, c'est dangereux tout ça. Quand on a un club, forcément, on parle des sociétés sportives qui sont derrière ces clubs-là, mais il faut d'abord avoir des ressources propres. Justement. Un club, ça doit fonctionner comme une entreprise. Ça signifie donc déjà que tous les contrats, forcément, sont bien rédigés, que les joueurs ont forcément une cotisation sociale, et que comme ça, le joueur ne va plus s'occuper de ce qu'il va gagner, de ce qu'il doit manger. Justement. Mais c'est simplement de briller sur le terrain. Sur le terrain. Et si tout est clair pour un joueur, c'est sûr que les résultats vont suivre pour les clubs. Je me rappelle, j'étais sur un match où je devrais cadrer le match pour l'émission où, avant la fin du match, les joueurs n'avaient plus de l'eau à boire. Et ce n'était pas des eaux dans des emballages, c'était des eaux pure water. Voilà. Et c'était fini. Et il y a des clubs qui sont sans moyens de déplacement. Il y a des clubs qui vont dans des hôtels et ils n'arrivent pas à payer. Il y a des clubs qui voyagent le jour J même du match. Et qui n'arrivent pas à jouer. Qui n'arrivent pas à jouer. Donc, du coup, avec Requet, je sais pas si c'est le cas. Effectivement. Je pense qu'avec cet état de choses-là, la Fédération béninoise de football devrait être interpellée et faire ce qu'elle doit faire. Parce qu'on ne peut pas donner, on ne peut pas autoriser tout le monde à avoir un club si on n'a vraiment pas les moyens. Vous savez, moi, pour ma petite expérience dans le milieu du sport, quand je regarde un peu tout ce qui se passe, peut-être que cette politique n'est pas encore installée, mais pour moi, si j'étais dirigeant, c'est-à-dire que quand vous devenez automatiquement membre de la fédération, vice-président de la fédération, président de la fédération, vous ne devez plus directement être président d'un club. Il faut déléguer cette tâche à quelqu'un d'autre. Il faut déléguer complètement cela. Ces problèmes ne sont pas pris en charge parce que les mêmes dirigeants des clubs sont les mêmes qui doivent sanctionner. Donc, ce qui fait que quoi? Ils vont se sanctionner eux-mêmes. Ils ne le font pas, ils se taisent. Mais le problème, vous allez voir, c'est quelques problèmes ou non-paiement. Je pense qu'aujourd'hui, le football évoluant, nous avons pallié à beaucoup de situations, nous avons arrangé beaucoup de situations. Les cas de requins sont des cas exceptionnels, puisque les requins, on peut dire que c'est le club qui va vraiment mal cette saison, puisqu'ils ont eu beaucoup de problèmes. Après, ça a semblé s'arranger avec le nouveau président, qui a également des problèmes personnels aujourd'hui, qui a dû quitter le pays. Donc voilà, des problèmes politiques, mais qui a dû quitter le pays. Donc ça veut dire cette équipe a beaucoup de difficultés. Donc quand nous laissons cette équipe et que nous prenons les autres maintenant, vous allez voir que
côté contrat de joueurs, quand vous les écoutez, pour eux, c'est que nous faisons nous signons les contrats d'1 an pour que le joueur ne se dise pas qu'il est là pour éternellement, pour ne pas briller. Quand vous les écoutez, ils vont vous dire, ah oui, nous faisons le contrat d'une saison pour que le joueur se dise, si je ne performe pas, à la fin de la saison, je vais partir. Donc, il faut que je puisse donner des performances pour qu'à la fin de la saison, on puisse regarder mes performances et me garder. Mais le comble, c'est que le joueur, quand il est dans cette situation, il se regarde, il se dit, bon, donc si je me blesse, à la fin de la saison, on me lâche. Donc le joueur fournit un service minimum. C'est qu'il se dit, je ne vais pas donner le meilleur de moi, même au point de risquer de me blesser, parce qu'une blessure peut prendre 9 mois. Donc, il passe la saison. Toute une carrière. Le club le laisse. Et ça revient à c'est fini. Alors, nous sommes en train d'être pris par le temps avec la complicité de la réalisation. Nous allons voir les résultats des quelques matchs qui ont été joués ce week-end lors de cette 13e journée et le classement également. Alors, comme résultat, AS Police a fait match nul à domicile sur le stade de René, sur la pelouse du stade de René Pleven face à Adidja FC. Même score pour Cotonou face à Coton, on en a parlé tout à l'heure. La JS de Ouida qui s'est imposée à domicile face aux Requins de l'Atlantique 2-0. Sitatunga FC qui continue également d'enchaîner des défaites et s'est incliné à domicile face à Sobema. 3-1 et on a Aema qui a fait match nul face au club du port autonome de Cotonou, 1 but partout, et Aziza qui a cartonné à domicile US Craqué 4-2 et Étoile Filante et qui a fait match nul 0 but partout face à la JS Pobert. Dans l'autre groupe, on a Hodio qui a battu à domicile Mbeki FC 1-0. AS Tonnerre de Boycon qui s'est incliné à domicile 1-0 face à Damissa FC. Dadje FC qui s'est imposé à domicile 2-1 face à Baniganse, et Loto Popo qui est allé s'incliner sur la pelouse des Panthères de Djougou, de l'autre côté de Djougou, sur le score de 1-0. Voilà, chers téléspectateurs, les quelques résultats que nous avons pour vous. Et après cette 13e journée, le classement se présente comme suit avec dans la poule A, Dadje FC qui mène la danse avec 29 points après 13 journées, suivi de Dynamo d'Abomey qui a 3 points de moins, qui est deuxième avec 26 points. Les Panthères du Djougou qui font bonne figure en ce début de championnat, en tout cas en cette première partie de championnat, qui sont troisième de la poule A avec 25 points. Et on retrouve les Buffs, Loto Popo, voilà, 8e, les Buffs du Borgou, 9e, et Real Sport de Parakou ferme la marche de cette poule A avec 9 points au compteur après 13 journées dans l'autre poule. Dragon qui a perdu ce week-end se retrouve à la 3e place avec 24 points derrière AS Sobemap et Aema qui est en tête de ce championnat. Coton FC de Ouida est 5e avec 21 points. Aspac 10e au milieu du tableau avec 17 points au compteur, et Étoile Filante qui ferme la marche avec 7 points seulement après 13 journées. Alors à présent, nous allons nous intéresser au championnat féminin très rapidement puisque nous sommes pris par le temps et la sensation cette saison, voilà, avec la réalisation qui nous affiche déjà les résultats de la 4e journée pour la poule A et de la 3e journée pour la poule B. Et la sensation cette saison, c'est Nadia FC qui est en train de faire un sans faute, un 4/4 qui s'est imposé face à Ainovi FC sur le score de 2-0. Et Anaël, ça fait une deuxième défaite d'affilée pour Ainovi FC, le champion en titre. Effectivement, les champions en titre qui ne se retrouvent pas du tout depuis le début, mais je pense que nous sommes en début de championnat et il faut cela puisque l'équipe a dû jouer pendant que les autres étaient à la pause. Donc, on peut sentir également le coup de la fatigue. Donc, actuellement, on n'a pas beaucoup de détails pour les juger encore. On le laisse peut-être 2-3 autres. Ça devrait être le contraire, non? Ça devrait normalement être le contraire. Il faut dire aussi par rapport aux autres. Parce qu'on a vu ça avec Dadje qui a joué des matchs amicaux avant l'expérience de Continental. Si on n'a pas un coach qui s'est puisé dans la réserve pour pouvoir avoir du résultat. Moi, je me dis, avec les clubs, on ne devrait pas dire des si, parce que c'est
Oui, quand nous avons des équipes qui n'ont pas de profondeur, vous l'avez dit, de profondeur de banc, ça fait que quand ils font de l'international, ils utilisent les mêmes joueurs, voilà, les mêmes fatiguer, joueurs, donc les joueurs seront justement. fatigués. Mais s'il y a des profondeurs de banc, ça permet à ce que ceux qui ont joué peut-être là-bas se reposent partiellement et les autres enchaînent pour pouvoir permettre d'équilibrer. Donc, on va en tout cas, ça nous permet... La troisième journée, je crois très bien. Troisième ça journée. nous Donc, tient. c'est juste, on est encore en début. Ça nous tient en haleine et cette saison-là s'annonce très prometteuse parlant du championnat féminin de football de la D1 féminine. Et alors, nous allons parler de l'UFOAB puisque nous sommes en train de parler des dames et nous avons nos Amazones U17 qui nous ont représentés en terre ghanéenne et 4 matchs, 3 défaites, mais elles reviennent avec une médaille de bronze, c'est ça? Une médaille de la troisième place, troisième. Alors, on va peut-être le faire en deux phases. Premièrement, c'est une médaille, on apprécie, voilà. C'est une belle performance. Belle performance en matière de ramener une médaille. Donc, parlant de football féminin. Parlant de football féminin, on a ramené une médaille. Heureusement, donc, il y avait 5 pays, je crois très bien. Oui, c'est une belle le Burkina, dans notre groupe, a désisté. Voilà, donc ça a permis au Bénin de survivre avec les le Bénin, demi-finale. Avant même de mettre pied au Ghana pour cette compétition, ils savaient déjà qu'ils étaient en demi-finale. Parce que étant dans un groupe où il y a que deux, on sait que ce soit je vous comprends, dans notre match c'était face au Nigeria. Oui, notre match c'était pas les Ghanéens et les Ghanéennes plutôt, c'était plus. Non, mais moi je sais, Ghanéens. si on le permet, peut-être qu'on pourrait un peu opiner sur la question. Oui, ça ne va pas excuser cette également cette question de tous les jours de notre organisation. C'est vrai que c'est les U17, c'est des filles, des petites filles peut-être, on peut le dire ainsi. Et est-ce qu'on a une organisation au départ qui pourrait rassembler ces filles quelque part pour leur permettre quand même de jouer, de s'acclimater? J'ai l'impression que pour la plupart d'entre elles, c'est pour la première fois qu'elles découvrent une compétition, en tout cas de cette envergure. Et il semble que la préparation, pour ce que j'ai eu comme recoupement, n'a vraiment pas été à la hauteur. Le déplacement des joueurs... C'est souvent la même chanson. Exactement, ça je dis. Déplacement avec, que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les dames. Et ça je dis, mais c'est toujours le problème de préparation qui s'oppose. Pourquoi on fait ça? Pourquoi exprès on fait ça? Il a été dit que les filles devraient bouger un peu plus tôt, mais c'est presque à la veille du match qu'elles sont allées au Ghana. Et pour rencontrer les Ghanéennes qui étaient à la maison, qui étaient bien préparées, qui étaient d'abord qui ont une expérience de football féminin, en tout cas plus aguerrie que le Bénin. Et on nous met avec les Ghanéennes 4-1 d'abord, après 3-2. C'est vrai que quand on regarde la physionomie des matchs, on a senti une progression des filles béninoises. Ce qui signifie que si elles étaient bien préparées, elles pourraient surprendre au cours des compétitions. Le Bénin acquiert de l'expérience au cours des compétitions, améliore ses résultats. Oui, ça veut dire que là où c'est mauvais. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais si c'est volontaire, c'est dangereux pour le Bénin. Parce qu'à chaque fois, nous nous retrouvons avec des mauvaises préparations. Mais des performances quand même. Mais nous allons aux compétitions, vous allez voir, les premiers matchs sont toujours bizarres. C'est avec le temps, l'équipe qu'on améliore. Donc, le côté préparation, organisation se pose toujours pour le Bénin. Et là où le bas blesse. On les regroupe à une semaine d'une compétition, de s'entraîner, et on s'entraîne sur le fil comme ça, et on va en compétition. C'est là où le bas blesse, elles sont revenues déjà du Ghana et la suite c'est quoi? Elles sont livrées à elles-mêmes. C'est ça, celles qui ont des clubs vont rejoindre leur club et c'est fini. On va attendre encore une compétition. Aujourd'hui on parle de l'académie. Elles vont rejoindre leur club qui joue une fois en un mois. Les D2 là, voilà, on se retrouve à la fin de... Mais je dis, même en Côte d'Ivoire, à côté, excusez, c'est vrai, comparaison des paraisons, même en Côte d'Ivoire à côté, que ce soit chez les dames, que ce soit chez les hommes, quand il y a le rassemblement, mais il y a quelque part, il y a un hôtel, c'est un hôtel, c'est commercial, mais c'est un hôtel qui est mis à la disposition des équipes. C'est un hôtel qui est mis à la disposition des équipes nationales. C'est comme un peu en France, il y a Clairefontaine. Le Bénin peut l'avoir, mais à la longue, nous devons aller dans ce sens, c'est-à-dire il y aura l'hôtel du foot,
peut-être Et justement. l'hôtel du football national pour chaque discipline. Et on sait que Les quand projets ont existé de par le passé, mais Mais- c'est des questions d'éjection. Parce qu'on vous dira, En tout cas- Abomey, il était prévu quelque chose de ce genre, Voilà. mais qui n'a jamais sorti de terre. À Misérité, c'était pareil, c'est pensé pour être une clé fontaine pour les Béninois. Mais encore, j'ai appris la dernière fois qu'en Dali, c'était quelque chose comme ça qui était pensé, mais ce n'est vraiment pas mis en application. Et quand c'est comme ça, et nous je aurons crois quand même qu'il toujours est important du mal. qu'on en revienne, qu'on vienne donc à installer des infrastructures qui puissent accueillir, ne serait-ce que pour un temps, record, justement. les joueurs du pays. Non seulement ça, mais nous devons à la longue penser aux problèmes de catégorie d'âge, de façon à organiser le championnat à leur niveau, de façon linéaire. Le championnat doit être bien organisé. Moi, je pour crois leur que ça a permettre- commencé avec pour- la FIFA déjà, Oui, où on a demandé au club de Voilà, disposer de donc disposer. d'un club, en fait, d'un effectif U17. Est-ce que ça se suit vraiment? Parce que Bon, vous allez voir que point d'interrogation. au niveau du Moi, c'est championnat- tout le problème, Au et niveau, je le au dirai niveau des toujours. hommes, vous allez voir que normalement, si on est aujourd'hui à la 13e journée au niveau du football, de la Masculin. Super League et de la Ligue Pro au niveau du football masculin, nous devons être normalement à la 13e journée Chez au les niveau dames. non, pas- U17. des U17. Parce Normalement. que normalement, les U17 Ça doit jouent s'enchaîner Avant, un peu avant, plus tôt, oui, voilà. justement. on devrait être, mais on est à quelle journée aujourd'hui? Point Est-ce que ça a de d'interrogation. l'avenir? Est-ce que ça va finir ce championnat? Nous allons revenir là-dessus et avant de fermer cette rubrique, nous allons nous rendre sur la scène continentale pour parler de la cérémonie du Ballon d'Or africain qui a vu sacré Ballon d'Or africain 2024, l'international nigérien Ademola Lookman qui succède à son coéquipier en sélection Victor Osimhen. Il faut dire que les Nigériens sont en train de rafler tous les Ballons d'Or. Alors, moi, je vais très rapidement avec vous m'intéresser aux critères d'éligibilité, s'il faut le dire, ces critères-là qui permettent d'élire le Ballon d'Or africain. J'ai compris et dans les propos des présentateurs de cette cérémonie que vous voyez sur votre écran, chers téléspectateurs, c'est que l'on se focalise beaucoup plus sur les performances des joueurs en Europe qu'en Afrique, parce qu'Ademola Lookman, lui, c'est finaliste de l'Europa League. Qui a remporté, oui, avec l'Atalanta de Bergame, qui a remporté l'Europa League, qui a joué la finale de la Super Coupe d'Europe face au Real de Madrid, qu'il a perdu. Voilà, il a fait un triplé en finale d'Europa League. Voilà, donc c'est tout ça qui a Leverkusen, oui, de Xavi Alonso, c'est tout ça là qui a permis à Ademola de remporter ce titre-là. Et c'est vrai, il a fini deuxième et finaliste de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour moi, je pense qu'il y a des joueurs qui méritaient, parce qu'on parle là du Ballon d'Or africain. Ademola Lookman a été nominé dans le Ballon d'Or européen. Mais je ne sais pas s'il y a des joueurs qui ont évolué dans les championnats africains qui ont été nominés lors du Ballon d'Or européen. C'est vraiment, on m'a parlé du gardien sud-africain, oui, qui a été nominé, qui a fait partie des nominés pour le Ballon d'Or européen. Mais bon, là, est-ce que c'est pas pour donner une belle image de leur compétition? Alors, donc très rapidement, est-ce que vous pensez que c'est juste, c'est la question, puisque nous sommes pris par le temps, est-ce que vous pensez que c'est juste de se focaliser plus sur les performances en club, en Europe de ces joueurs-là avant d'attribuer le Ballon d'Or? C'est un débat, certes. Moi, je pense quand même que depuis toujours, depuis 92 d'ailleurs, lorsqu'on a cette nouvelle formule de meilleur joueur africain de l'année, c'est beaucoup plus les joueurs, nos frères qui évoluent en Europe, qui sont primés. C'est rare de voir qu'un joueur évoluant sur le continent africain obtiennent donc le Ballon d'Or ou le trophée du meilleur joueur africain. Ça reste forcément de chercher les indicateurs. En Afrique, il y a quoi? Il y a la Champions League africaine. Il y a la Coupe de la Confédération, il y a des championnats très huppés en Égypte, surtout dans les pays maghrébins et comme en Afrique du Sud également. Qui ne sont pas aussi visibles que les championnats. Mais ça, c'est le rôle de la CAF. Oui, exactement. Donc, je pense que, comme on le dit, si les animaux avaient leur propre compteur, enfin, comment on dit,
les propres historiens, les histoires de la chasse ne tourneraient pas toujours en faveur des chasseurs. Ça signifie, comme vous l'avez si bien dit, qu'on s'organise autrement en Afrique pour donner de la visibilité à nos championnats, en fait, à nos coupes africaines, à nos compétitions africaines, j'avais donc dit, pour que les valeurs de ces coupes-là puissent être mises en avant. Tenez-vous tranquille. Voilà. Il y a l'Arabie Saoudite qui est en train de se battre pour l'organisation d'une potentielle Coupe d'Afrique en Arabie Saoudite. Et je pense que si jamais... Je pense que c'est 2030. Si jamais c'est accepté, ce qui voudrait dire que nous sommes vraiment en train de perdre les valeurs de cette compétition qui nous est chère. Parce que quand on parle de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la plus belle fête sportive qui rassemble les enfants de l'Afrique. Le problème aujourd'hui pour les distinctions, c'est que nous ne valorisons pas nos compétitions. C'est ça. Ce qui fait que nos compétitions ne sont pas tellement visibles. Vous voyez, au niveau de l'Afrique, quand nous jouons la CAN, je ne vais pas appeler le nom mais d'une chaîne. Vous voyez des chaînes au niveau qui ne sont même pas des chaînes africaines qui se battent pour avoir le droit. Mais nos chaînes... ce qui est le comble, c'est que nos chaînes ne débattent même pas cela. Justement. Nos chaînes ne se mobilisent pas peut-être en groupe pour avoir des droits, pour diffuser leur propre compétition. Ça se faisait avant avec l'URTNA, mais c'est mort avec l'avènement donc de ce que je ne veux pas donc dire. C'est quand même dommage que nous en soyons à cette étape des choses. Nous devons lutter, mais on laisse les autres lutter. Je pense que c'est à nous les journalistes, aussi de mener. C'est une question de lobbying, c'est une question de lobbying, c'est une question de sponsoring. Et c'est ça aussi, il faut trouver donc un bon sponsor pour pouvoir vous traîner. S'il n'y a pas un bon sponsor qui puisse mettre beaucoup de choses sur la table, ceux qui ont beaucoup d'argent vont toujours continuer à prendre le dessus sur nous. Justement, alors, MS Faye, un sacré champion, meilleur entraîneur, c'est mérité pour vous? Pour moi, c'est mérité. Bon, puisque vous allez voir, cela s'est basé sur la CAN passée. Vous voyez la Côte d'Ivoire, MS Faye qui, depuis qu'il est à la tête de la Côte d'Ivoire, même après la CAN, qui la Côte d'Ivoire qui est déjà qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'ils ont eu une seule défaite, sinon pas du tout. Une seule défaite. Une seule défaite pour les éliminatoires, juste qu'aujourd'hui, MS Faye fait un bon travail à la tête de cette équipe, donc totalement mérité pour moi. Alors, à part MS Faye, il y a le gardien sud-africain dont on a parlé tout à l'heure, Williams, qui a été sacré gardien de l'année en club et meilleur joueur, voilà, en club africain de l'année et meilleur gardien de l'année également, chers téléspectateurs. Nous voici à la croisée des chemins. Anaël Dous, ça a été un plaisir de partager ce plateau avec vous. Le plaisir est partagé. On aura probablement... Justement, j'allais dire, j'espère que ce n'est pas la dernière aventure avec moi. Alors, à vous aussi, Mesme, Afanou, nous disons merci. Merci de nous avoir honorés de votre présence sur ce plateau. Mais tout le plaisir pour moi, Gidas. Je sais peut-être qu'il y aura d'autres occasions pour venir parler. Moi, j'aime bien les débats. J'aime bien quand ça cravache, quand ça corrige, voilà. On avait beaucoup à dire, mais le temps nous a joué un sale tour. Mais j'espère que vous serez de la partie une autre fois. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous disons merci à l'équipe de réalisation de cette émission. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Nous vous donnons rendez-vous le lundi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.